You know nothing, Jon Snow. Got a theory. Could be Barney. Sit down. You never say thank C'est pas faux. you. That's what the money is for. C'est bon, Loulou? I am the danger. I am the one who knocks. I think that I may be the voice of my generation. Suit up. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec ma complice de toujours, Marie Telling. Salut Marie. Salut Anaïs. Dead Girls Everywhere, des filles mortes partout. C'est une citation de la série Sharp Objects, série policière sur le meurtre de 2 adolescentes, mais c'est aussi une observation qui pourrait s'appliquer à la télé dans son ensemble. Dans les séries criminelles et procédurales, dans les documentaires de true crime, les femmes victimes de violences ou de meurtres sont partout à la télé. Pourtant, on retient rarement leur nom et l'on préfère souvent s'intéresser à la psychologie de leurs bourreaux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on a voulu se demander pourquoi la violence misogyne et ceux qui la commettent fascinent autant dans les séries télé. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic ? Alors moi, mon pic, c'est la fin de The Good Place, qui finit vendredi, enfin jeudi soir, je crois, aux États-Unis et vendredi en France, sur Netflix. C'est une de mes sitcoms préférées, qui a un peu perdu de qualité en qualité ces 2 dernières saisons, je dirais, mais qui, ces quelques derniers épisodes, est vraiment revenu à son meilleur niveau. Et donc, j'ai très très hâte de voir le dernier épisode. J'ai déjà pleuré dans l'avant-dernier, donc je pense que je vais encore pleurer encore plus dans le dernier. J'ai encore un peu de retard, donc c'est bien. Ça me donne envie de poursuivre. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic ? Moi, mon pic, c'est le fait que Buffy contre les vampires, une petite série dont on parle assez régulièrement, est désormais disponible sur Amazon Prime Video en France. Et donc, si jamais vous n'avez pas regardé Buffy, qu'est-ce que vous faites de votre vie déjà, j'ai envie de dire. Maintenant, vous pouvez aller sur Amazon Prime Video et regarder la série en entier. C'est pas le meilleur format, c'est en gros le format remasterisé où ils l'ont fait passer en 16/9. Donc, on voit parfois l'équipe de tournage sur les côtés dans les vidéos. Mais c'est une des meilleures séries de tous les temps. C'est une de nos séries préférées avec Marie et on en parle très régulièrement. Donc, si vous voulez comprendre toutes les références qu'on aligne dans tous les épisodes, on vous conseille de regarder Buffy contre les vampires. Voilà, on va en parler encore plus maintenant qu'on peut la revoir toutes les semaines. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, on va pas parler de Buffy, on va parler d'une série qui a énormément de succès et on comprend pas vraiment pourquoi. Il s'agit de You. On va écouter la scène d'ouverture de You pour que vous puissiez un peu vous mettre dans l'ambiance. Vous allez voir, c'est très sympa. Well, hello there. Who are you? Based on your vibe, student. Your blouse is loose. You're not here to be ogled, but those bracelets, they jangle. You like a little attention. Okay, I bite. You sound apologetic, like you're embarrassed to be a good girl, and you murmur your first word to me. Hello. Do you work here? Mes yeux se sont levés au ciel, mais enfin ils sont restés bloqués quoi. Effectivement, si vous pouviez voir Marie à l'heure actuelle, ce serait... Ah, c'est tellement nul. Donc, pour resituer, You, donc ce que vous venez d'entendre, c'est une série Lifetime à la base qui a été diffusée sur Netflix depuis 2018. Tout à fait. Et c'est une série créée par Greg Berlanti et Sarah Gamble et ça parle d'un psychopathe, d'un mec qui est harceleur et tueur en série, qui choisit une proie, une femme qui va l'obséder en fait jusqu'à ce que généralement il la tue. Et donc, il est joué par Penn Badgley, qui jouait dans Gossip Girl. Voilà, qui jouait Dan. Donc, il y a un peu de résonance cosmique entre les deux, puisque Gossip Girl, c'était aussi sur quelqu'un qui espionnait, en fait, les gens et qui les commentait en voix off. Bah, là, c'est exactement pareil. Donc, ce que vous venez d'entendre, c'est la scène d'ouverture de la série. Mais en fait, on entend sa voix off dans quasiment toute la série. Voilà, tout le temps. Vraiment tout le temps. Et on entend ses observations vraiment insupportables. Très, très profondes. Sur les meufs sur lesquelles il obsède, mais aussi sur tout le monde qui l'entoure, sur la culture new-yorkaise. Il a beaucoup de choses à dire. Voilà. Marie, quand t'as commencé la saison 1, t'en as pensé quoi de You ? Bah, en fait, c'était un tel phénomène. Je pense que déjà, l'idée de se mettre encore une fois dans la peau d'un serial killer et d'un prédateur m'attirait pas particulièrement, parce que j'en ai marre de cette tendance, justement. Voilà. Et je me suis dit, bon, c'était un tel phénomène, tout le monde regardait, je me suis dit, je vais regarder. J'ai trouvé ça hyper nul. J'ai arrêté au bout de 2-3 épisodes. Et là, on s'est dit qu'on allait faire un épisode dessus, donc j'ai tout regardé. Ça a été très difficile de regarder les 2 saisons. Je dois dire que je sens qu'ils essaient de faire un commentaire, en fait, sur justement les séries, tous les programmes, True Crime et tout ça, sur la personnalité du meurtrier, en le rendant
c'est un nice boy, quoi. Enfin, c'est le nice guy. Il est hyper sympa. Enfin, il est gentil au premier abord. Il est hyper serviable. Et en fait, c'est un psychopathe. Oui, c'est ce que beaucoup de gens nous ont dit parce qu'on a posé la question sur Twitter pour savoir pourquoi vous aimiez regarder You. Et il y a plusieurs personnes qui nous ont parlé de ça, qui nous ont dit que le truc le plus intéressant dans la série, c'était le décalage entre la voix off, ses pensées et ses actions, puisque lui, il se décrit comme un féministe, mais il harcèle des meufs. Voilà, donc par exemple, on a Ilana Weisman qui nous a dit ce qu'elle aimait, c'était le décalage entre le traitement façon rom-com des scènes entre lui et ses petites copines et la réalité intérieure du personnage. On a aussi Coxy Bouille qui nous a dit que son aspect préféré, c'était le décalage entre ses pensées et ses paroles. Donc c'est vraiment ça qui a attiré les gens, je pense. C'est le fait de pouvoir entendre la psychologie de ce mec. Même si nous, personnellement, on la trouve pas hyper intéressante. Non, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il a rien d'intéressant à dire. Qu'on essaie aussi de nous vendre une espèce d'histoire, son histoire à lui personnelle pour expliquer la façon dont il est aujourd'hui. C'est l'histoire la plus cliché, la plus banale de toute l'histoire. Enfin, c'est vraiment un truc confondant de banalité et de nullité. Et on se retrouve face à ce truc où, enfin, on est censé être fasciné par ce mec. En même temps, je comprends, je vois que la série essaie de faire quelque chose. Parfois, il y a des moments où ça fonctionne, où on sent que ça essaie d'être un commentaire un peu ironique, justement, sur tout un milieu et sur la façon dont certains hommes se disent féministes, mais sont en fait pas forcément des meilleurs hommes que d'autres. Et sur les rom-coms aussi, parce qu'en fait, ce qu'on voit dès le départ, c'est que leur postulat, c'est de dire ce qu'on voit dans les rom-coms. En fait, c'est très flippant, quoi. Quand on regarde Love Actually et que le mec va frapper chez la meuf pour lui mettre des messages et pour lui dire qu'il l'aime alors qu'elle est mariée à quelqu'un d'autre et qu'elle est pas du tout intéressée, c'est flippant. Et là, en fait, voilà ce que ça devient si on prend ça au sérieux, qu'on montre que c'est vraiment flippant, que c'est pas un truc romantique, que c'est une attitude de harceleur. Le problème, c'est qu'ils arrivent jamais à aller au bout de cette métaphore. Et le problème, c'est que, en fait, en essayant de déconstruire certains clichés, notamment les clichés sur les comédies romantiques, ils en consolident d'autres. Et c'est ça, moi, qui me pose vraiment problème, c'est que effectivement, il y a un côté un peu méta sur les rom-coms, mais à côté de ça, on passe aussi quand même toute une série, donc là, qui a 2 saisons, à humaniser un mec qui tue des meufs. Et ça, par contre, ça pose pas de problème. Et je pense que c'est beaucoup plus grave, en fait, de montrer les comportements de Joe, donc le protagoniste principal, comme romantique ou gentil, alors que c'est pas du tout le cas. Il te présente ça, en fait, comme un commentaire dessus, mais au final, tu te retrouves à quand même sympathiser pour lui, à être de son côté. Mais moi, qui pourtant, enfin, vraiment, je suis pas de son côté, enfin, je me retrouve dans certaines scènes à me dire ah non, il va se faire choper, et je suis là mais pourquoi, enfin qu'est-ce que j'en ai à faire en fait qu'il se fasse choper? Mais c'est parce que toute la série est construite pour qu'on ait de l'empathie pour ce mec. Mais le problème que j'ai, moi, c'est que en fait toute la culture fait ça, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des dizaines et des dizaines de documentaires sur les serial killers pour expliquer leur psychologie. On se retrouve avec plein de séries qui justement sont fascinées par ces hommes, et là on se retrouve avec une série qui encore une fois a une fascination pour ce personnage. Les victimes sont, enfin après dans la 2e saison ils essaient un peu plus d'avoir des personnalités féminines un peu plus intéressantes et tout ça, mais il y a vraiment pour moi un énorme problème. C'est très symptomatique de la fascination qu'on a pour ces personnages abusifs d'hommes meurtriers et prédateurs, quoi. Et le problème, c'est que au-delà du fait qu'il tue des meufs et que on voit un peu que son état d'esprit intérieur est en décalage avec ses actions, malgré ça, il est quand même humanisé constamment dans la série, notamment à travers ses relations avec son voisin dans la saison 1 et sa voisine dans la saison 2. Donc c'est bien parce qu'ils répètent pas du tout. Très inventifs, ils ont vraiment juste, les deux sont exactement pareils. Donc par exemple dans la saison 1, il prend sous son aile un petit garçon qui habite juste à côté de chez lui et qui est un peu abandonné par ses parents. Son père ou son beau-père, je me souviens plus, est violent. Et donc en fait, Joe, il est super sympa parce qu'il le prend sous son aile. Alors certes, il est en train de tuer des gens à côté, mais quand même, qu'est-ce qu'il est mignon avec ce petit garçon. Et c'est pareil dans la saison 2, où là, du coup, c'est une voisine qui est, elle, adolescente, qui a 15 ans, et pareil, qui est un peu toute seule chez elle, elle a pas de parents, et donc encore une fois, il la prend sous son aile, et puis il est protecteur, il se dit, je veux surtout pas qu'elle tombe entre les mains d'un prédateur. Donc en fait, il y a une volonté de l'humaniser en permanence, parce que c'est vrai qu'il est mignon dans ses relations avec ses voisins. On se dit il est hyper attentif, il est attendrissant, et puis il y a aussi toute la fascination qu'il y a pour son intelligence, je trouve. Par exemple, dans la saison 2, il arrive à Los Angeles, mais attention, il veut pas être acteur parce que ça c'est vraiment pour les nuls. Dans la saison 1, il est libraire et il connaît tout sur tous les bouquins. Enfin, il y a vraiment une fascination pour ce personnage, quoi. Je me dis que les personnes qui défendront la série vont dire que tout ça justement ça fait partie du truc,
trucs où, par exemple, parce que lui-même, en fait, pense qu'il est un mec super et qu'il est pas du tout lucide par rapport à son propre, sa propre folie et puis le fait que c'est un meurtrier et un prédateur. Et donc, la série essaie de faire un commentaire sur ça, essaie de faire un commentaire sur le fait que lui-même ne se regarde pas du tout en face et pense que c'est un mec super bien et qui fait ça pour aider les gens et tout ça. Sauf que la façon dont ils bâtissent le truc, parce qu'ils sont pas très bons, on finit par penser ça aussi, en fait. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que le décalage est pas marqué de manière assez nette pour qu'on se dise pendant tout le long de la série qu'il est complètement dans le déni, parce qu'en fait, on le trouve sympa, on le trouve attendrissant, on le trouve intelligent, et puis en fait, c'est pas que dans ses pensées, c'est aussi dans ses comportements qu'on voit. Alors, on peut dire que c'est tout le temps tourné de sa perspective, mais parfois, il y a des mecs, par exemple, qui vont faire des remarques sexistes, et on voit que lui a une espèce de mouvement de recul, que lui, vraiment, il aime pas trop ça quand on lui propose de se mettre sur des applis de rencontres et que il faut un peu objectifier les femmes, par exemple. Lui, vraiment, c'est pas du tout son truc. Et ça, c'est pas dans ses pensées, c'est vraiment dans la série qu'on le montre comme ça. Donc, c'est plein de petits moments qui l'humanisent. Et en fait, ils veulent vraiment le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'ils veulent à la fois offrir un commentaire méta sur notre fascination pour les tueurs, mais en même temps, ils sont fascinés par leurs propres tueurs. C'est ça. Ils veulent être féministes, mais en même temps, ils construisent des personnages féminins, notamment dans la saison 1, qui sont honnêtement assez limites, quoi, qui sont un peu sexistes dans leur représentation. Ils veulent aussi offrir un peu une satire de l'univers dans lequel Joe évolue. Donc dans la saison 1, c'est New York, dans la saison 2, c'est Los Angeles. Donc ils se moquent de ça aussi. Et en fait, ils veulent faire trop de choses. Ils veulent parler des comédies romantiques, ils veulent parler des tueurs en série. Et le problème, ils font rien c'est que, très bien, en fait. Voilà, c'est ça. Ils font tout de manière assez médiocre. Et donc, ce qu'on en retient, nous, au final, c'est que, au final, même si ce mec tue plein de gens, bah, il est fascinant. Et d'ailleurs, ça se voit puisqu'il y a plein de gens qui ont dit qu'il était hyper sexy. Oui, c'est ça. C'est pas juste nous qui sommes en train de dire, quand on regarde, on a un attachement pour lui. Parce que, nous, on a lutté le plus possible contre cet attachement, justement. Mais ce qui est inquiétant, c'est quand on regarde Twitter à la sortie de la série, il y a énormément de fans, surtout des jeunes filles, des jeunes adolescentes qui sont amoureuses de ce mec, ou qui vont tweeter sur leur attirance physique et intellectuelle pour ce meurtrier, donc. Et là, on se dit, si la série essaie vraiment de faire une critique de ce personnage, elle le rend, fonctionné. Non, elle le rend assez attirant pour que des milliers de meufs soient attirées par lui. Donc, il y a vraiment un problème, quoi. Bah ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, je voulais partager un témoignage qu'on a reçu d'une personne qui a voulu rester anonyme, mais qui m'a écrit pour me dire, j'ai personnellement été victime du harcèlement d'un ex, et cette série a été perturbante à bien des égards. La violence et la glamorisation du héros m'ont mise en colère. Et c'est ça le problème, c'est que, en fait, ils ont beau essayer, ils y vont pas à fond, donc on peut vraiment le prendre comme une glamourisation de ce mec qui pourtant tue des meufs et harcèle des meufs, quoi. Ouais, et c'est représentatif d'une plus grande tendance parce que c'est sorti à peu près au même moment que le documentaire de Netflix sur Ted Bundy qui s'appelait Ted Bundy Tapes et et que le film de Netflix, parce que vraiment ils y sont allés à fond sur Ted Bundy, le film de Netflix sur Ted Bundy avec Zac Efron. Donc à ce moment-là, quand ce film et ce documentaire sont sortis, plein de personnes sur Twitter se sont mis à partager des tweets d'attirance pour Ted Bundy, qui, rappelons-le, est un des serial killers les plus prolifiques de l'histoire des États-Unis, qui a tué des dizaines de victimes de femmes. C'est vraiment un des pires serial killers de l'histoire. Et d'un coup, on se retrouvait avec des tweets qui disaient « Ah, mais il était quand même pas mal, Ted Bundy. » Et c'est ce que Netflix voulait, parce que c'était l'angle, en fait, à la fois de cette série et ce documentaire, c'était de dire « Mais il était hyper beau, donc personne se méfiait de lui. » Oui, c'est ça. Mais vraiment, ils en faisaient des caisses, alors que certes, quand tu le vois, il était mignon, et il était certes plus mignon que Penn. Mignon, il avait, de façon traditionnelle, c'était quelqu'un de... Oui. Mais c'était vraiment tout le truc qui englobait la sortie de ces deux œuvres, c'était waouh, qu'est-ce qu'il était sexy, et pourtant il a tué des femmes. Et donc ça renforce un peu ce truc de culture du viol où on pense qu'en fait il y a que des mecs moches ou frustrés sexuellement qui se mettraient à tuer des femmes comme s'ils avaient une raison, en fait, quoi. C'est tout un mouvement quand même dans le true crime et qui se retrouve aussi dans la fiction. Le true crime, juste pour resituer, c'est des documentaires sur les meurtres en règle générale, sur les crimes. Et des livres, ça vient de Truman Capote de Sang-Froid. Ça remonte même à plus loin, mais le Truman Capote de Sang-Froid, c'est vraiment l'œuvre fondatrice dans le genre, mais c'est un genre qui est très très populaire à l'heure actuelle dans l'univers des podcasts, dans l'univers des séries documentaires et dans l'univers des films documentaires. Et c'est un genre qui peut être super pour explorer toutes les questions de justice, toutes les questions de criminalité et tout ça. Mais c'est aussi un genre qui est vraiment envahi par le sensationnalisme, où il y a énormément de récits. En fait, des trucs préférés du true crime, c'est une espèce de fascination pour les serial killers.
et un espèce de discours autour d'un serial killer qui est une figure maléfique, la figure du mal du serial killer avec laquelle on est complètement fasciné. Et en face, on a la figure de la victime qui, elle, est complètement invisibilisée, c'est-à-dire qu'elle est juste un outil pour raconter l'histoire de cette figure fascinante masculine qui, alors, les victimes de Ted Bundy, dans le documentaire de Ted Bundy, on passe 2 minutes sur chacune, on ne sait rien de leur vie, pratiquement. Et personne serait capable de les nommer, quoi. Alors que Ted Bundy, par contre, tout le monde peut en parler en soirée, mais personne serait capable de savoir qui sont les femmes qu'il a tuées, quoi. Exactement. Et moi, quand je regarde You, ce qui me pose problème, c'est que ça continue avec cette fascination de l'homme qui tue, de l'homme prédateur, de l'homme serial killer, comme s'il y avait un truc complètement captivant dans sa personnalité qu'il fallait la comprendre. Et je me dis, mais on passe tellement de temps sur ces hommes-là et on passe presque aucun temps sur les victimes et puis le système judiciaire qui entraîne ce genre de comportement aussi, quoi. Et en fait, c'est une tendance vraiment plus large qu'on retrouve énormément dans les séries. Il y a notamment le true crime où c'est des histoires vraies de meurtres, mais c'est aussi depuis très longtemps quelque chose qu'on trouve dans les séries policières où en fait, non seulement on s'intéresse énormément à la psychologie du tueur, mais en plus, les victimes souvent ont tendance à être très objectifiées quand on sait qui c'est. Mais généralement, on connaît même pas leur prénom. Mais par exemple, il y a eu un gros phénomène il y a quelques années, c'était True Detective, dont on va entendre la musique du générique pour ceux qui s'en souviennent plus. Donc, True Detective, c'était une série créée par Nick Pizzolatto et c'est avec Matthew McConaughey la saison 1 et Woody Harrelson, et c'est sur 2 flics qui enquêtent sur plusieurs meurtres et notamment le meurtre d'une femme en Louisiane qui a été mise en scène. Son cadavre a été mis en scène avec des cornes de cerf, ou je me souviens plus, des bois de cerf, un truc comme ça, et avec des peintures un peu sataniques sur son corps. Donc elle est nue, elle est exposée, et c'est assez horrible la manière dont elle a été tuée. Mais en même temps, l'image est très belle, quoi. Il y a une espèce de fascination, d'érotisation du cadavre, qui est hyper dérangeante, mais qui est en fait très fréquente, qu'on retrouve dans énormément de séries policières. Il y a The Shield, on a regardé The Shield récemment pour notre classement de fin de l'année. Dès le premier épisode, en fait, on a un cadavre féminin, nu. D'ailleurs, les policiers autour font des blagues dessus, quoi. Où c'est vraiment hyper dérangeant. Après, bon, c'est aussi un commentaire sur ce milieu-là, donc c'est. Mais il y a vraiment une tendance dans les séries policières, justement, c'est souvent des femmes, parce que justement la dichotomie entre bien et mal, entre serial killer et victime, alors que dans la réalité, faut préciser que 79% des victimes d'homicides dans le monde sont des hommes. Je tire ça d'un article écrit par Nora Boisoni qui était invitée dans notre précédent podcast, et c'est ça le problème, c'est que ça renforce une idée complètement fausse sur qui sont les victimes et qui sont les meurtriers. Oui, mais pourquoi on renforce ça? Parce que c'est une histoire beaucoup plus alléchante et beaucoup plus émoustillante pour les gens, de se dire qu'il y a des prédateurs qui sont des psychopathes ambulants. Ça, c'est beaucoup plus fascinant pour les gens, et des victimes qui sont complètement innocentes et qui sont représentées, on ne connaît rien d'elles, si ce n'est qu'elles étaient des femmes qui ont été des proies, quoi. Et qui étaient méga bonnes, généralement. Voilà, exactement. Et à côté, on n'a jamais si on réfléchit jamais à l'origine systémique de la violence, en fait. Justement, la violence contre les femmes, c'est une violence qui est patriarcale, systémique, quoi. Et la violence qui est commise envers les hommes, elle vient aussi d'un système politique, quoi. Elle sort pas de nulle part. C'est pas que des psychopathes cachés dans le noir. Non, mais le problème, c'est que pour s'intéresser au reste de la criminalité, en fait, il faut s'intéresser à des questions beaucoup plus compliquées que s'intéresser juste à une figure hyper caricaturale du mal contre une figure de pureté, quoi. C'est-à-dire que The Wire s'intéresse au reste de la criminalité, mais ils le font avec une finesse et une intelligence, et ils ont mis énormément d'efforts pour comprendre tout ça. Et ils le font sur 5 saisons, et tous les créateurs de séries n'ont pas ce genre de patience, d'intelligence, de subtilité pour traiter ce genre de sujet. Après, on peut et on devrait traiter aussi de la violence contre les femmes, évidemment. Oui, évidemment, ouais. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est vraiment de le faire à travers ce prisme de la personnalité du serial killer, qui est une personnalité qui fascine. Qui est fascinante, voilà, parce qu'on l'a vu avec Dexter, qui a quand même été une série très populaire pendant de nombreuses années, et où en fait il avait un code moral alors qu'il tuait des gens, et c'est un peu pareil avec Joe dans You, c'est-à-dire que selon lui il obéit à un code moral, donc c'est encore une manière d'excuser un peu ses actes, quoi. Et puis il y a eu Hannibal aussi, qui était une série de Brian Fuller, il me semble, qui était vraiment sublime visuellement, mais où là littéralement c'était des cadavres exquis, c'est-à-dire que Hannibal et les autres tueurs en série, parce qu'il y en avait plusieurs dans la série, faisaient des mises en scène macabres mais à la fois sublimes de leurs crimes. Donc il y a vraiment une fascination, et c'est 2 séries qui ont été
été très 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 populaire parce qu'il y a une espèce de voyeurisme très intense pour ce genre de meurtre, quoi. Et le problème, c'est que à côté de ça, on oublie souvent les victimes et puis on présente quand même une vision hyper caricaturale de qui sont les victimes, toujours des femmes, qui sont les meurtriers, toujours des hommes que personne ne connaît, qui renforce plein de clichés de la culture du viol, en fait. Ouais, ce qui est très intéressant, ceci dit, c'est aussi que, dans le genre du true crime, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Les plus grandes fans, en fait, c'est des femmes. C'est-à-dire qu'en majorité, par exemple, le podcast le plus populaire dans l'univers du true crime à l'heure actuelle, ça s'appelle My Favorite Murder. C'est un podcast américain qui est avec 2 femmes. Elles font des tournées et tout ça, et je crois qu'à peu près 80% de leurs auditeurs sont des auditrices. Parce qu'il y a une vraie fascination, et ça a été étudié, c'est-à-dire que, pourquoi? Parce que déjà, c'est souvent des histoires de femmes, parce que c'est des histoires de violence contre les femmes, donc ça touche à nos anxiétés, et ça touche à des choses, qui nous fascinent et qui nous travaillent, quoi. Ouais, et puis les femmes sont tellement peu représentées dans la pop culture que j'ai envie de dire, si le genre où on est le plus représenté, à part les rom-coms, c'est le true crime, il y a peut-être aussi, tu vois, c'est le seul endroit où on se voit, en fait, où on voit des femmes, quoi. Je pense qu'il y a aussi, un truc où, en vrai, les femmes adorent le genre de meurtre, c'est Agatha Christie, et que du coup, on va essayer de trouver là où on peut ce genre d'histoire, parce qu'il y a quelque chose, c'est presque une thérapie d'exposition, en fait. C'est-à-dire que nos plus grandes menaces, c'est ça. C'est nos plus grandes peurs parce que la société nous a dit ça depuis des années et puis parce que ça fait partie de notre environnement. Notre environnement, ouais. Et du coup, comment la thérapie d'exposition qu'on peut faire, c'est regarder ces films et ces séries parce que c'est un truc qui nous... C'est une catharsis, en Exactement. fait. Moi, je suis fan de films d'horreur depuis toute petite, et c'est vrai que je pense que une des explications pour lesquelles j'ai toujours été fascinée par ce genre cinématographique, c'est effectivement parce que ça offre une catharsis très profonde où ça met en scène nos pires peurs et ça nous donne aussi un peu des solutions ou une finalité, quoi, à ce genre de peur où on se demande comment ça peut finir. Dans un film ou dans une série, on voit comment ça finit. Généralement, ça finit pas très bien. Mais oui, je comprends effectivement la fascination qu'on peut avoir. Le problème, c'est que en tant que femme et en tant que féministe, progressivement, moi, j'ai toujours été fascinée par l'horreur et le true crime. Mais il y a plein d'éléments de ce genre que maintenant, je ne peux plus regarder, en fait, parce que je vois aussi ce qu'il y a derrière, qui est ce mécanisme dont tu parlais, qui renforce la fascination qu'on a pour le tueur et qui efface complètement les victimes. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que parce qu'il y a un public féminin et parce qu'il y a une fascination féminine avec ça, il y a de plus en plus aussi d'œuvres qui sont guidées par des femmes qui se situent dans cet environnement-là, mais qui justement prennent une autre perspective par rapport à ça, quoi. Oui, c'est ça. En fait, heureusement, là, on est un peu les party poopers de la journée avec notre opinion sur le true crime, mais il y a quand même des séries criminelles qui sont excellentes. Génial, ouais. Voilà, et qu'on peut regarder sans culpabiliser, sans se sentir sale après. Et qui ont une perspective très féminine. Ouais, voilà. Et notamment, il y en a une dont on parle très souvent, c'est Sharp Objects, qui est créée par Martine Oxon, qui était une scénariste de Buffy, qui est réalisée par Jean-Marc Vallée. C'est avec Amy Adams qui joue une reporter qui a eu une enfance un peu compliquée, voilà, et qui repart dans sa ville natale pour enquêter sur la disparition et le meurtre de 2 jeunes filles qui sont adolescentes, quoi. Et donc on ne sait pas vraiment au début ce qui s'est passé, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde pense que le crime a été commis par un homme. Oui. Or, c'est une série très féminine où en fait tous les plus gros personnages sont des personnages féminins. Il y a sa mère, il y a sa sœur, et en fait on se rend compte que c'est une perspective très féminine et une vraie réflexion sur la féminité. Et ce qui est génial avec cette série, c'est que honnêtement, elle est assez violente, pas toujours graphique, même si elle l'est parfois, mais elle est assez dure à regarder parfois. C'est quand même assez intense. Mais c'est fait avec une telle nuance et une telle intelligence qu'il y a aucun moment où on a l'impression que ça exploite le sort des victimes. Non, puis ce qui est intéressant dans Sharp Objects, c'est ce que ça montre. C'est vraiment une série sur la psychologie féminine, en fait. C'est une série qui est passionnée et qui est complètement focalisée par les femmes de la série, par leur psychologie, par la façon dont la violence les a affectées, par la façon dont elles s'infligent elles-mêmes de la violence, et par leur rapport entre elles, quoi. Et leur rapport... La violence qu'elles s'infligent les unes aux autres aussi, quoi. C'est vraiment une série qui est totalement focalisée là-dessus, et les hommes sont un peu effacés du tableau, sont soit très passifs, soit vraiment des rôles secondaires qui sont là pour les soutenir à elles ou pour les aider dans leur chemin, ou
pas forcément les aider. Mais il y a vraiment quelque chose, c'est toute une réflexion sur le rapport des femmes à la violence, en fait. Par exemple, un des mots qui revient le plus souvent dans la série, c'est bitch, quoi. C'est soit elle, l'héroïne, on la traite de bitch, donc de salope, de traînée. Elle a des étiquettes qui lui collent, en fait. Mais elle-même aussi dit, quand j'étais plus jeune, j'étais une connasse avec d'autres filles de mon lycée. Et puis, elle va voir des anciennes amies du lycée qui sont maintenant adultes et qui lui font des remarques sur le fait que si elle a pas d'enfant, elle peut pas, elle a une partie de son cœur qui sera toujours morte et qui peut pas fonctionner normalement. Donc c'est une série sur la maternité aussi, parce qu'il y a énormément de questionnements sur la maternité, sur le fait aussi, sur l'attente qu'on a des femmes de prendre soin des autres, en fait, et sur cet aspect-là qu'on associe à la féminité et à la maternité. Et il y a un vrai questionnement là-dessus et ça renverse un peu toutes les attentes là-dessus parce que ça va très loin là-dedans, sans vouloir spoiler. Et enfin là, on marche un peu autour de la question parce qu'on veut vraiment pas spoiler et tout ça. Mais du coup, c'est vrai que c'est une très très bonne série qui est très subtile, qui reste avec vous après l'avoir vue. Il y a un vrai, et puis c'était vraiment, je veux dire, je l'ai vu en parallèle de You parce que, pour les révisions de l'épisode. Voilà. Et c'est un tel soulagement, en fait, quand on passe d'un truc qui manque totalement de finesse et de subtilité, You, tu veux dire? Ouais, qui est écrit avec ses pieds, et quand on passe à une série vraiment, mais avec un univers, avec une intelligence, avec un message, quelque chose à dire, mais quelque chose à dire et qui sait comment le dire, et quelque chose à dire qui est intelligent, quoi, et qui fait sens. Et puis qui est divertissant parce que on a envie vraiment. Moi, je me souviens la première fois que j'ai vu Sharp Objects et là je l'ai revu, ça m'a fait exactement pareil. On a tout le temps envie d'aller à l'épisode d'après, quoi. C'est hyper addictif, tout en étant intelligent et fin, alors que You. Mais c'est ça, je comprends pas parce qu'on avait envie d'une seule chose, c'était d'arrêter la série, quoi. C'est ça, je comprends pas parce que tout le monde m'a dit, en fait, tous les gens que je connais qui regardent You m'ont dit, c'est hyper addictif, j'ai passé le week-end à le regarder, et je suis là, mais comment? Moi, il m'a fallu 2 semaines pour faire ces 2 saisons, je n'en pouvais plus. C'était un effort, c'était vraiment un effort. Tous les soirs, je me disais, il faut que je regarde un autre épisode de cette série, c'est horrible, alors que Sharp Objects, je l'ai dévoré, quoi. C'est vraiment, c'est une série qui fonctionne sur tellement de niveaux, tout en gardant une vraie subtilité dans son écriture, et en sacrifiant en rien son message, quoi. Je pense qu'on peut dire que le plus gros crime de You, c'est peut-être d'être complètement chiante, en fait, comme série. C'est ça. C'est vrai. Et puis il y a d'autres séries, il y a pas que Sharp Objects, il y en a aussi pas mal qui ont beaucoup fait parler d'elle ces derniers temps. Il y a Killing Eve, évidemment, qui a été créée et écrite la première saison par Phoebe Waller-Bridge, qu'on aime beaucoup, voilà, dans ce podcast. Et donc Killing Eve, ça parle d'un jeu de chat et de la souris entre 2 meufs, une qui est psychopathe et tueuse en série, et une qui est flic. Et en fait, les deux... Flic est fasciné par les meurtres. On va écouter un petit extrait, justement, où là, vous allez voir, ce n'est pas la psychopathe qu'on entend, c'est la flic, mais vous allez voir qu'on peut se demander un peu laquelle est la plus tarée des deux, puisque c'est une scène où son mari lui demande comment elle ferait si elle décidait de le tuer, un peu pour rigoler, et en fait, elle lui sort une réponse hyper précise, et il se rend compte qu'elle est un peu tarée. How would you kill me if you could? I don't know. Push you down the stairs? No, seriously, they come for you immediately. I don't know. Flatter you to death. Okay. How would you kill me? I'd paralyze you with saxitoxin and suffocate you in your sleep. Chop you into the smallest bits I could manage, boil you down, put you in a blender, then take you to work in a flask and flush you down a restaurant toilet. Voilà, donc elle lui dit qu'elle le découperait en petits morceaux, qu'ensuite elle le ferait bouillir, qu'elle le mixerait au blender et qu'après elle le mettrait dans les toilettes pour qu'il soit aspiré par la chasse d'eau. Donc c'est quand même très spécifique. Et ce qui est génial, c'est que il y a toute une réflexion sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que les femmes, souvent, ont une fascination pour la violence. Et elle, c'est vraiment son cas. Et on sent que justement, c'est une catharsis. C'est-à-dire qu'elle se sent un peu enfermée dans sa vie, un peu enfermée dans son rôle, notamment d'épouse, quoi. Et que elle a une espèce d'exutoire dans le fait de voir la violence des tueurs qu'elle poursuit. Et là, notamment de cette tueuse. D'une tueuse, c'est ça, surtout. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est tellement habitué à voir des hommes tuer des femmes qu'il y a quelque chose de bizarrement jubilatoire dans le fait de voir une femme dans un rôle dangereux, quoi, une femme qui est la source de danger et qui va tuer parfois des hommes. Et ça, je sais que ça a l'air complètement fucked up de dire ça, et que mais il y a un truc, mais c'est parce qu'on a tellement été conditionné justement à voir la femme comme la victime innocente qui est toujours la proie de cette espèce de personnage fascinant, de meurtrier et tout ça,
que voir le rôle renversé et voir d'un coup une femme dans un rôle de meurtrière qui en plus ne s'excuse pas du tout, est complètement timbrée et tout ça, il y a un truc, mais complètement, c'est libérateur, quoi. Enfin... c'est clair. En plus, elle a aucune qualité rédemptrice où justement on a tendance, par exemple, Cersei dans Game of Thrones, qui a beaucoup de tendances meurtrières, voilà, sa seule qualité rédemptrice, c'est qu'elle aime ses enfants. Donc ça, c'est encore une fois un truc assez sexiste. Et ce qui est génial, à la fois dans Sharp Objects, c'est le discours sur la maternité, mais aussi dans Killing Eve avec Villanelle, la tueuse, c'est que elle a aucune qualité rédemptrice, elle est très marrante, mais c'est vraiment une sociopathe en fait. Elle a pas du tout un grand sens du style, faut dire. Ah, pour moi, elle est vraiment ses manteaux. Sa grande qualité rédemptrice, c'est ses manteaux et ses bottines. Mais elle est vraiment fascinante parce que elle en a rien à foutre. Elle est vraiment, elle adore tuer des gens. En fait, elle y prend un plaisir énorme, quoi. Et même ses employeurs lui disent non mais calme-toi, là tu t'excites un peu trop pour tes meurtres. Mais elle adore ça. Et c'est vrai que ça a un côté bizarrement jouissif de voir une femme qui n'est pas une victime, mais qui est celle qui commet la violence. Oui, d'ailleurs, je pense que, Phoebe Waller-Bridge le sait quand elle écrit ça, quoi, parce que justement, il y a ce rapport avec la fascination de la violence et la violence qui est commise par une femme, et ces deux femmes qui sont dans ces rôles-là. Et puis après, il y a aussi plein de séries qui parlent de violence envers les femmes, et cette fois-ci, c'est plus de la violence sexuelle qui, elle, adopte le point de vue de la victime. Et ça, c'est extrêmement rare, donc on a été hyper surprise ces dernières années d'en voir beaucoup et qui sont faites avec beaucoup de goût. Ouais. Il y a eu Dirty John qui était adapté d'un podcast de True Crime, donc sur un mec abusif qui a harcelé... menacé une famille. Voilà, et donc qui était joué par Eric Bana, et la série était très bien faite et elle montrait vraiment les mécanismes de sidération chez la femme qui en fait se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui clochait chez cet homme mais qui voulait quand même pas le quitter, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que Dirty John à la base c'est un podcast de True Crime, donc c'est une tendance qui a été dans le True Crime aussi avec The Keepers qui est une série documentaire de Netflix qui elle s'intéresse à des victimes d'abus sexuels dans l'église en fait, et à une bonne sœur qui avait été tuée dans les années 80 je crois, en enquêtant sur ces abus. Et en fait, ce qui est de particulier quand même dans ces récits, c'est que les victimes sont toujours là. Donc elles peuvent souvent en parler parce que c'est des victimes d'abus sexuels ou d'abus tout court. Donc elles sont encore là pour parler de ce qui leur est arrivé. Donc c'est plus facile de leur donner la parole aussi. Et il y a aussi eu récemment Unbelievable sur Netflix, qui était basé aussi sur une histoire vraie et sur une enquête qui avait eu un prix Pulitzer, et qui s'intéresse, elle, vraiment énormément à la perspective de la victime et qui le fait remarquablement bien. Oui, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui se fait violer, et c'est la scène d'ouverture en fait de la série, donc c'est assez dur, le premier épisode est assez dur à regarder, mais ça n'exploite pas du tout, c'est pas sensationnaliste, mais en gros ça raconte le viol de cette jeune fille qui ensuite va au commissariat pour porter plainte, et ensuite change un peu certains éléments parce qu'elle se souvient plus très bien de ce qui s'est passé, et les flics refusent de la croire et finissent par lui dire qu'elle a tout inventé. Elle finit par être accusée carrément et se retrouver elle devant les tribunaux alors que son violeur est toujours en liberté. Voilà, parce que en fait on n'a pas voulu croire son récit parce que ces flics-là n'étaient pas formés à recueillir le témoignage d'une victime de viol et ont pas vraiment su comment la protéger en fait. Oui, c'est vraiment une série en fait sur pour le coup les dysfonctionnements du système judiciaire en général. Bon, dans ce cas-là américain, mais on pourrait l'appliquer à tous les autres pays, je pense, en matière de viol et d'agression sexuelle. Ouais. Et sur l'expérience de la victime face à ça, quoi. Et c'est vraiment très très puissant comme récit. C'est une super série qu'on recommande. Ouais, on recommande vraiment. On avait peut-être déjà parlé dans le podcast. Ouais. Et effectivement, le premier épisode est un peu dur, mais en fait, c'est ça que je trouve intéressant avec toutes ces séries. Il y a eu Top of the Lake aussi, réalisé par Jane Campion. Bon, déjà, c'est souvent des séries qui sont créées ou produites ou réalisées par des femmes, voilà. Même si on dit pas que c'est obligatoire, mais généralement, ça aide quand même à avoir une nouvelle perspective sur ce genre de sujet. Et en fait, c'est des séries qui sont pas non plus bisounours, quoi. C'est pas parce qu'elles sont pas sensationnalistes que elles gomment la violence de ce qu'elles décrivent. C'est juste qu'elles le décrivent d'une manière qui est beaucoup plus fine et d'une manière qui est assez inédite, qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir à la télé. Et c'est ça qui est hyper agréable, c'est de voir des femmes mises vraiment au centre de l'intrigue plutôt que sur le bas-côté, dénudées et mises en scène alors qu'il y a des flics qui sont en train de faire des blagues autour, quoi. Oui, puis redonner la parole à la victime, en fait. Ouais. Et la remettre au centre du récit, parce qu'au final, c'est son récit à elle et c'est son histoire à elle. C'est pas l'histoire de celui qui lui a infligé ça, c'est son histoire à elle, quoi. Il y a une dernière série dont je voulais parler avant qu'on se quitte, c'était The Fall avec Jamie Dornan et Gillian Anderson, qui est sortie il y a quelques années. C'est une série policière en 3 saisons. De la BBC, je crois. Ouais, c'est ça.
et qui est sur Netflix, il me semble. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle réussit, je trouve, ce que You ne réussit pas vraiment. C'est-à-dire que dès le départ, on sait qui est le meurtrier. Il est joué par Jamie Dornan, qui est l'acteur de 50 nuances de Grey, donc qui est très sexy. Et en fait, à aucun moment, on est du côté de ce mec, quoi. Pourtant, on le voit dans sa vie de famille. On le voit, il est psychologue, donc on le voit avec ses patients. On le voit être protecteur dans certains domaines de sa vie. Et malgré ça, la série réussit très bien à ne jamais nous mettre de son côté et à ne jamais l'humaniser. De le voir dans ce contexte au quotidien. Et enfin, justement, c'est ce que You n'arrive pas à faire. C'est-à-dire que on prend un mec beau qui est totalement qui a une vie normale et qui devrait être sympathique dans sa vie normale, mais comme on sait, enfin The Fall montre très bien la réalité de ce mec, et du coup au lieu de le rendre attachant comme You le fait avec son personnage, ça le rend totalement glaçant. Ah non, c'est clair. D'ailleurs, je me demande s'il y a pas aussi un truc avec le fait que dans You, il s'attache à ne jamais montrer notamment les meurtres de Joe, et je pense que c'est peut-être pour qu'il n'y ait pas justement de violence graphique qui soit un peu trop sensationnaliste. Oui, mais au final, ça l'épargne aussi à lui, quoi. Marie, est-ce que tu as une petite recommandation pour finir l'épisode ? Oui, alors l'an dernier, en fait, j'ai écrit un article sur le true crime et sur justement la place de la victime dans le true crime. Et en faisant mes recherches, j'ai lu plusieurs livres sur le sujet, dont un qui m'a énormément marqué. C'est The Red Parts de Maggie Nelson. Ça a été traduit en français chez Babelio sous le titre de Une partie rouge. Et en fait, Maggie Nelson, donc l'écrivain, est la nièce d'une victime de meurtre qui avait été tuée dans les années 70 ou 80. Et son meurtrier a été retrouvé des années plus tard. Et en fait, Maggie Nelson était donc au procès du meurtrier et décrit non seulement tout l'impact que le meurtre a eu sur sa famille, elle parle beaucoup de sa tante, qu'elle n'a pas connue, mais à travers les récits de sa famille et tout ça, et elle parle surtout de tout le cirque médiatique qu'il y a autour de l'affaire, autour du procès. Elle parle des écrivains de true crime qui sont là, un peu comme des rapaces qui tournent autour du procès, qui emmerdent la famille pour avoir des renseignements, qui l'espionnent pour avoir des renseignements, et c'est un récit qui est extrêmement fort sur justement tout l'impact de la violence sur une famille, sur aussi la place de la victime dans les récits de meurtre à l'heure actuelle, et qui ne laisse aucune place pour le coup au meurtrier, ce qui est très bien, et qui vraiment donne un portrait totalement bouleversant justement de la façon dont on traite les victimes et les crimes dans notre société. Enfin, c'est un très très beau récit et un récit très fort que je recommande si ça vous intéresse. Donc tu disais The Red Parts ou Une partie rouge en français. De Maggie Nelson. Ok. Et moi je vous conseille d'aller lire l'article que Marie a écrit qui s'appelle True Crime, où sont les victimes, qui est vraiment un très bon article et qui aborde pas mal de points qu'on a vus aujourd'hui, mais qui élargit effectivement à aussi beaucoup la littérature sur le sujet. Donc vraiment je vous le conseille, c'est très enrichissant. C'est sur Slate. Voilà, c'est sur Slate. C'était PIC TV, merci à vous de nous avoir écoutés, merci Marie. Merci Anaïs. PIC TV, c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours sur slate.fr ou sur votre appli de podcast préférée. Mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur slate.fr dès la semaine prochaine. En attendant, donnez-nous 5 étoiles s'il vous plaît. Vous pouvez aussi nous contacter sur les réseaux sociaux ou à pictvnewsletter@gmail.com pour nous dire tout le bien que vous pensez de nous. À plus!